Aujourd'hui, une séquence un peu particulière puisque depuis quelques jours, il y a aux portes à l'est de l'Europe une guerre. Et donc, dans la tradition Melsion, qui avait commencé en 2008 lors de la crise financière, nous mettons en place une cellule de crise pour aider les entrepreneurs à réfléchir et prendre les premières mesures de prudence ou d'opportunité. Et donc, nous allons parler à deux voix aujourd'hui avec Jean-Christophe, mais c'est un échange, un partage. Nous n'avons aucunement la vérité. Nous cherchons ce qui est le mieux pour nous tous, les entrepreneurs, face à cette situation inattendue. C'est l'état des lieux de notre compréhension, donc elle est limitée. Et on va essayer de profiter aussi de vos idées. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Chaque semaine, 10h30, le vendredi, on vous fait un petit topo sur des sujets qui nous paraissent importants pour l'entrepreneur. Alors, quel impact pour l'entrepreneur? Donc, la situation. La situation, d'abord, je pense qu'il y a un point important, c'est que ce n'est pas une première. Tout le monde vous dit première fois qu'il y a une guerre en Europe, première fois qu'il y a eu une tentative de changer les frontières depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, non, la Yougoslavie en 1994, c'est une modification des frontières, c'est un bombardement opéré sur un pays souverain. Donc, manifestement, c'est quelque chose qui se fait. Et là, en l'occurrence, en 1994, c'était les Américains qui s'étaient permis ça. Ce qui a d'ailleurs beaucoup choqué les Russes, puisque eux, ils n'étaient pas en mesure de riposter à cette époque-là, mais surtout, ils étaient les protecteurs de la Serbie, des Slaves d'une manière générale. Donc, les Yougoslaves, c'est les Slaves du Sud. Donc, ils avaient assez mal vécu. Ils avaient mal vécu aussi le fait que ça s'était fait en plein pendant la Pâque orthodoxe, ce qui fait partie des choses qui ne se font pas trop d'habitude. Bref, 2008, la Géorgie. On est face à un truc qui ressemble très, très exactement à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc là encore, ce n'est pas nouveau ni en Europe, ni pour les Russes. On a deux républiques qui veulent être indépendantes. On va les appuyer parce qu'elles sont russophones, elles nous sont favorables, etc. Donc, et puis la Géorgie qui croit que les Américains vont l'aider et puis qui s'aperçoit qu'elle est toute seule. Donc rien de neuf encore. C'est pas nouveau. Oui, c'est une crise qui a commencé en 2014. Et depuis 2014, il y a des combats constants au sein de l'Ukraine. Donc, depuis 2014, il y a une guerre au sein de l'Ukraine. Alors, une guerre qui implique les Ukrainiens, les Russes de manière déguisée. Donc, officiellement, ils n'y sont pas. Maintenant, c'est formidable de voir un groupe de rebelles qui réussit à avoir accès à des armes anti-aériennes qui font que l'aviation ukrainienne n'a jamais pu intervenir au Donbass. C'est évidemment avec l'appui à peine déguisé des Russes. C'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est pas Poutine, c'est pas les Américains, c'est pas les Ukrainiens, c'est pas les rebelles, c'est un peu tout ça. C'est complexe. C'est des intérêts interreliés qui ont chacun, pour certains, un besoin de paix, un besoin de guerre, et pour d'autres, des sujets, qui font qu'eux-mêmes ne savent pas très bien où ils veulent aller. Donc, regardons un peu les parties en présence. Donc, il y a les Ukrainiens. Alors, qu'est-ce que veulent les Ukrainiens? Là, on est face à tous ces sujets d'homogénéité des besoins, parce que les Ukrainiens, entre les régions ouest et nord qui sont plutôt pro-européennes, pro-libérales, ukrainophones, et les régions sud et est qui sont plutôt pro-russes, russophones, qui ont une vision un peu différente les uns des autres. C'est-à-dire que pour les pro-occidentaux, l'idée c'est que les Russes sont quelque part ce qui leur rappelle la période soviétique, et pour ceux
du Sud et de l'Est, les Russes leur rappellent une période où il y avait un peu de stabilité, où il y avait moins de mafia, etc. Il y a aussi là, toujours la notion de ville contre campagne. Bref. Donc, si on veut résumer la position de l'Ukraine, le premier point important pour l'Ukraine, c'est de reprendre le contrôle du Donbass. On cherche, tout État, tout pays cherche à retrouver son intégrité territoriale. Et il y a une partie qui échappe complètement à son contrôle depuis 2014. Alors, ce n'est pas tout le Donbass, mais c'est une grosse partie. Et le deuxième point pour l'Ukraine, c'est d'essayer d'équilibrer l'influence de la Russie par l'Occident. Donc, ils sont à la frontière des deux et ils cherchent à jouer un jeu d'équilibre entre les deux. Il y a un autre point qui est important à prendre en compte en Ukraine, c'est la corruption, c'est l'importance des mafias, l'importance des grandes fortunes. Ils sont dans un côté plutôt en train de chercher à aller vers l'Occident parce que ça leur permettrait de maintenir leur position, mais ils sont aussi dans la recherche d'une forme de stabilité et donc ils peuvent se rallier aux Russes à un moment ou à un autre. Les Russes ont une position plus homogène, puisque c'est un pays un peu plus centralisé, c'est un pays un peu plus qui a une politique un peu plus ancienne, on va dire, même si les Ukrainiens nous expliquent qu'ils sont l'origine de la Russie et qu'ils étaient là avant que la Russie n'existe, qu'ils avaient déjà, Kiev était déjà une grande capitale quand Moscou n'était qu'une forêt de bouleaux. Mais l'Ukraine en tant que nation moderne n'existe que depuis 1917, alors que la Russie était la succession de Pierre le Grand, de la Grande Catherine, etc. Ils sont en revanche moins transparents, donc c'est plus compliqué, c'est moins facile de comprendre leur position. Ils ont une position qui repose sur 3 niveaux de discours. Et c'est très intéressant quand on écoute Vladimir Poutine. À la fois, il explique qu'il est là pour protéger les russophones, qui est un discours assez constant de la Russie depuis la fin de l'Empire soviétique. Ils ont constamment été en Ossétie, en Haut-Karabakh, constamment dans des endroits où ils avaient besoin de défendre les pro-russes. Mais ils n'ont pas que ce discours-là, puisqu'ils ont aussi un discours, dans les 3 niveaux de discours, ils parlent aussi du besoin de mettre un terme au régime nazi qu'il y a, néo-nazi qu'il y a à Kiev. Donc, c'est l'idée qu'ils aimeraient bien avoir une république à leurs mains de l'autre côté de la frontière, enfin un gouvernement à leurs mains. Et puis, un 3e niveau de discours qui est Vladimir Poutine en train d'expliquer que les nationalités ukrainiennes, biélorusses, etc., c'est une erreur des bolcheviks, parce que ça n'existait pas avant, et c'est les bolcheviks qui ont poussé cette organisation en nation, et donc, du coup, sous-entendu, ce serait peut-être temps de revenir en arrière dessus. Et donc, selon le niveau de discours qu'on entend, soit il vient défendre les Russes, soit il vient mettre en place un gouvernement fantoche en Ukraine, soit il vient carrément envahir l'Ukraine et le dissoudre dans la grande nation russe. Donc, du coup, ce qui est embêtant, c'est qu'il dit ce qu'il fait, mais il dit 3 choses à la fois, donc on ne sait pas exactement où est-ce qu'il va s'arrêter et ce qu'il veut vraiment faire. Disons qu'il y a cette première idée de défendre les russophones qui peut être là. Une deuxième idée qui est l'accès aux mers chaudes, ça c'est une constante de la politique russe. C'est pour ça qu'ils ont envahi la Crimée en 2014. C'est le besoin d'avoir des ports qui ne soient pas gelés l'hiver, même si Sébastopol, une fois qu'on est sorti de Sébastopol, la mer n'est peut-être pas gelée, mais il faut encore passer par les Dardanelles, et puis après, il faut encore passer par les Gibraltar, donc on n'est pas encore vraiment en pleine mer. Mais bon,
c'est néanmoins une constante politique depuis les tsars. Ils ont un besoin d'avoir un glacis face à l'Occident, donc qui était le pacte de Varsovie, et puis qui maintenant est la Biélorussie et l'Ukraine. Et puis, donc, il y a ce dernier élément qui est de retrouver la grandeur. Donc, c'est ce qu'on entend au troisième niveau du discours de Vladimir Poutine. Les Occidentaux, c'est encore moins homogène, puisque vous avez, par exemple, l'Allemagne qui dépend complètement du gaz russe et qui écoute moyennement les Américains en train de lui dire « Vous inquiétez pas, on va vous envoyer notre gaz de schiste avec des bateaux ». Les Allemands, ils disent ouais, c'est pas probable. On a un Nord Stream 1 et 2 qui nous approvisionne. On a des gazoducs qui passent par l'Ukraine qui aujourd'hui fonctionnent au ralenti, voire même à l'arrêt depuis quelques jours. Donc nous, on n'est pas du tout aligné avec les Américains sur ce sujet. La France, elle a des enjeux qui sont des enjeux de politique intérieure actuellement. Ce serait probablement très pratique de pouvoir expliquer, d'avoir un discours du président qui vient nous dire « nous sommes en guerre ». Et puis, du coup, les élections, etc., c'est des sujets qui changent complètement de force. Les Américains, il y a une constante chez les Américains, c'est d'éviter à tout prix l'alliance de l'Europe avec la Russie. Alors du coup, ça éclaire d'un autre jour la position américaine. Donc d'abord, dans la position américaine, il y a un premier élément, c'est Biden. Biden est complètement investi en Ukraine, comme beaucoup de fortunes américaines. Les Américains, depuis l'indépendance de 91, ont fortement investi sur l'Ukraine. L'Ukraine c'est vraiment aligné sur les États-Unis. L'Ukraine a cherché à coopérer très tôt avec l'OTAN. L'Ukraine intervient en Irak aux côtés des Américains. Donc, il y a un pari américain sur l'Ukraine depuis très longtemps. Et Biden en est un exemple criant, puisque si vous avez suivi les élections présidentielles américaines, vous avez vu que son fils était mouillé dans des histoires avec l'Ukraine, que Biden, vice-président, avait fait pression on est supposé avoir fait pression sur le président ukrainien pour qu'il limoge le juge qui était en train d'enquêter sur son fils. Donc, il y a un vrai biais ukrainien avec Joe Biden. Mais est-ce que Joe Biden est très influent sur la politique américaine actuelle? Probablement moins que ce qu'on peut imaginer compte tenu de son état de santé. Il y a un autre sujet qui est les élections. Les élections arrivent dans 6 mois, c'est les élections partielles, et tout le monde s'attend à ce que les démocrates soient balayés. Donc, il y a peut-être un effet d'aubaine sur l'idée de montrer qu'on est encore en guerre et de remobiliser derrière eux les démocrates et les défenseurs de la liberté. Il y a un point qui est assez fascinant 30 ans après la chute du mur de Berlin, c'est que pour les Américains, la Russie est toujours un ennemi. Certes, depuis 2 ans, la bascule est en train de se faire vers la Chine, mais il y a encore un logiciel au sein du Pentagone, un logiciel la Russie est l'ennemi. Donc, ce que je vous disais sur le fait qu'il y a une constante américaine qui est d'éviter l'alliance russe-Europe, c'est quelque chose qu'on retrouve de très longue date dans la politique anglaise, qui est d'éviter l'alliance de la Prusse avec la Russie. Mais ça s'est perpétué dans la politique américaine, et c'est finalement lié à cette idée que la Russie, c'est le dangereux ours qui va nous débarquer chez nous un jour ou l'autre. Dernier point sur la position américaine, c'est Taïwan. Donc, Taïwan est absolument clé dans
dans le dispositif américain pour des tas de raisons, parce que ça ferme l'accès à la mer de la Chine, parce que c'est le lieu de production de 80% des semi-conducteurs, parce que c'est un allié de longue date, parce que c'est aussi un espoir qu'un jour Taïwan prenne la main sur la Chine communiste. Mais en tout cas, laisser les Russes s'occuper de l'Ukraine comme ils veulent, c'est peut-être un signal pour la Chine qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent à Taïwan, mais en même temps, mettre les mains dans le chaudron ukrainien, c'est ne plus être capable de mettre ses forces face à la Chine et à Taïwan. Donc, comme vous pouvez voir, chacune de ces positions n'est pas claire et peut mener à des tas d'actions. Alors, les actions possibles pour la Russie, il y a une guerre courte de 3 jours. Ça consiste à dire on va renforcer les républiques indépendantes qu'on vient de soutenir autour de frontières défendables. Donc, on va mettre la ligne de front peut-être aux alentours du fleuve du Don, et puis comme ça, on aura fait notre travail. Mais il y a une option tout à fait envisageable qui est, et on va continuer sur Mariupol et toute la bande sud entre la Crimée et les deux républiques indépendantes. Comme ça, on aura une liaison terrestre vers la Crimée. Donc, on peut imaginer que les Russes, du coup, aillent plus loin que simplement je vais défendre les républiques indépendantes. Et puis, il y a une autre option, c'est celle qui dit il faut lutter contre les néo-nazis de Kiev. Donc, c'est de continuer jusqu'à ce qu'un putsch à Kiev arrive par des gens favorables aux Russes. Alors, c'est compliqué ça, hein, parce que ceux qui ont eu une tendance pro-russe à Kiev ont eu en face d'eux une opposition très forte, très structurée, des manifestations très importantes, hein, du million de personnes, de la désobéissance civile. Enfin, le dernier président pro-russe est parti, a dû s'enfuir en 1994. C'était en 1994 un quasi coup d'État hein, qui l'a fait partir. Dernière idée, l'occupation partielle. Mais là, on est dans quelque chose de très coûteux, dans des risques de conflits à la tchétchène, de conflits qui durent longtemps avec des gens qui risquent de ne pas se laisser faire. Et alors, c'est probablement pas aussi compliqué que la Tchétchénie à tenir en termes de pouvoir, mais l'occupation partielle, ce serait d'aller en fait sur toute la partie, de remonter tout le long du fleuve jusqu'à la limite des zones russophones, c'est-à-dire toute la partie nord qui est ukrainophone principalement. Donc ça, on peut imaginer que voilà, il y a toute cette partie-là qu'on occupe afin de demander après un accord de paix où on démilitarise cette partie-là. Il y a d'ailleurs dans les demandes russes des demandes de démilitarisation. Dernière idée, l'occupation totale. On annexe l'Ukraine en disant que c'est un faux pays, que c'était que depuis 1917, et puis qu'en fait, on sait bien que c'était une construction artificielle des bolcheviks, et les bolcheviks, on sait tous que c'est des gens mauvais qui n'ont fait que les choses affreuses. Côté USA, OTAN, il y a les sanctions, il y a les embargos. Donc là, on cherche à attaquer le porte-monnaie, on cherche à rendre la chose très coûteuse, mais on s'aperçoit que les sanctions, finalement, après un petit moment difficile pour le pays, ça permet de créer une industrie, ça permet de créer de remobiliser une agriculture. Donc, ce n'est pas une solution qui a l'air de fonctionner depuis 2014 et même avant,
les sanctions, à chaque fois, renforcent les liaisons entre la Russie et la Chine. Enfin, ça a des effets qui sont indésirables, y compris pour les Américains. Les livraisons d'armes, donc ça, c'est un truc qui est assez souvent envisagé, mais on ne peut livrer que des armes qui soient faciles à utiliser. Donc, c'est des armes plutôt individuelles. Donc, on parle beaucoup des armes anti-chars que l'OTAN a livrées récemment et cherche à livrer depuis. Donc, ça augmente le coût pour les Russes de l'occupation. Mais on est quand même aux limites de l'action de guerre. Il y a tout ce qui est l'action sur le terrain, l'assistance sur le terrain, c'est quelque chose qui est fait assez souvent par les Américains. C'est des troupes, des forces spéciales qui viennent former, encadrer. C'est politiquement très compliqué parce qu'ils ne sont pas chez eux. Ça fait des risques de confrontation directe avec l'autre grande puissance. Et depuis la guerre froide, le jeu, c'est de surtout pas avoir de confrontation directe. Donc, c'est assez peu probable. Les interventions aériennes, c'est là encore des choses qui peuvent se faire d'abord sous forme de renseignements. En principe, c'est des choses qu'on peut arriver à voir. Il y a des sites qui font une cartographie assez précise des vols au-dessus des différents pays. Donc, vous avez moyen de voir l'intensité des vols au-dessus de l'Ukraine. Et ça peut vous donner une idée de justement, est-ce qu'il y a beaucoup de vols occidentaux qui viennent faire de la reconnaissance et de la surveillance. Les bombardements, là, on est plutôt dans la sixième catégorie, c'est l'intervention à la Yougoslave. Donc, on cherche un mandat ONU et puis on va faire des frappes assez massives. Alors, les Américains en sont capables, mais il faut avoir un mandat ONU qui n'auront pas avec la capacité de veto qu'ont les Russes au Conseil de sécurité. Et puis, ils pourraient essayer de venir dans le cadre de la légitime défense, comme ils l'avaient fait en Yougoslavie ou en Syrie. Mais on est toujours dans cette confrontation directe qu'on cherche à éviter depuis le début de la guerre froide, depuis le début des armes atomiques, en fait. Pour ce qui est de l'Ukraine, résister. Plus on résiste longtemps et plus la situation est intenable pour les Russes. Rallier les médias. Donc, vous pouvez voir aujourd'hui des gros efforts qui sont faits pour essayer de maintenir les médias à ses côtés. Ça marche assez bien, hein, puisque aujourd'hui, on voit fleurir je suis un Ukrainien ou je soutiens l'Ukraine, etc. Donc ça, c'est disons, leur façon à eux. On est dans la stratégie du faible fort. Entraîner les Occidentaux dans la guerre et éventuellement essayer de prolonger une guerre civile. Dernière possibilité, c'est d'accepter la sécession. Alors, ce qui est très intéressant, hein, c'est que depuis 2014, il y a des accords qui ont été passés entre les rebelles et Kiev sous la supervision à la fois de la Russie et de l'OSCE, l'Organisation de la coopération européenne pour la sécurité, donc qui est principalement la France et l'Allemagne. Ces accords ont mené un échec et donc on a vu un accord de Minsk 2 avec ce qu'ils appellent le format Normandie, donc dans lequel il y a les Allemands, les Français et puis je ne sais plus qui vient en plus. Mais cette nouvelle rangée d'accords, en fait, à chaque fois, proposait un cessez-le-feu, deux, des échanges de prisonniers et des amnisties pour tous les crimes qui avaient été faits de part et d'autre. Et puis, il y avait derrière la notion de vous enlever dans votre loi et vous le mettez dans votre constitution, vous enlevez dans votre loi tous les textes anti-russes
hein, puisqu'il y a beaucoup de textes qui ont été passés par des Ukrainiens, par l'Ukraine, pour forcer l'usage de l'ukrainien. Et vous mettez dans votre constitution que les républiques vont être autonomes. Et c'est probablement le truc le plus intéressant pour les Russes, c'est-à-dire d'avoir l'Ukraine compliquée à manager parce qu'il y aurait à chaque fois une constitution qui oblige à tenir compte de ce que disent l'Est du pays. Quelque part, faire une sécession complète des républiques russophones, c'est simplifier le côté pro-occidental de l'Ukraine. Si on enlève la partie pro-russe, eh bien, il ne reste plus que la partie pro-occidentale, et du coup, c'est probablement pas une bonne façon d'arrimer l'Ukraine comme zone tampon, comme glacis. Voilà le point de situation. Et donc maintenant, je vous propose de poser la question de qu'est-ce que tout ça a comme conséquence pour nous, pour l'entrepreneur. Alors du coup, quels sont les signaux à observer et puis à partir de là, comment réfléchir. Alors, est-ce que vous me voyez? Peut-être pas, c'est pas très grave. Donc, c'est pas toi qui a mis le oui. Est-ce que tu veux que tu veux le partager? Je ne saurais pas le mettre en live comme ça sur ma tablette. Donc on continue comme ça, c'est pas très grave. Donc quels sont les... Est-ce que tu l'as modifié sur le PowerPoint initial et est-ce que ça s'est mis à jour chez moi? C'est ça la question. C'est ça la question. Ah, j'ai fait des modifs. Sur la conclusion notamment. Bon, c'est pas grave, écoute, on y va et puis on retrouve les idées. Alors, quels sont les scénarios de ce qui peut nous arriver en France? Si tu veux bien, Jean-Christophe. Premier scénario, si on a un engagement de la France en fournissant des armes, comme le président Macron l'a dit hier, ou éventuellement en allant un petit peu plus loin, et on ne sait pas encore, mais ce sont certainement des choses qui sont à l'étude, eh bien, il est évident que les Russes considéreront qu'à la hauteur de notre engagement dans la situation ukrainienne, nous devenons également un participant dans ce conflit. Alors, qu'est-ce qui peut se produire premier niveau, c'est que on sait qu'il y a de la cybermenace, on sait que les Russes ont développé des bataillons, comme les Chinois et puis les Français aujourd'hui, des bataillons offensifs cyber, et donc ils vont probablement expliquer à la France, à coup de cyberattaques, qu'il ne faut pas aller mettre son nez dans la situation ukrainienne. Ça veut dire quoi pour les entrepreneurs? Ça veut dire que, par exemple, vous risquez de vous retrouver avec des attaques sur vos systèmes d'information, les vôtres, éventuellement ceux de vos fournisseurs, mais ça peut aller aussi jusqu'à des attaques sur le système énergétique français. Et donc, certains analystes redoutent des attaques sur les centrales ou sur le réseau électrique, qui ferait que vous vous retrouvez coupé d'électricité. Et coupé d'électricité en fonction de votre activité, ça peut être compliqué. Alors, pas forcément des coupures longues, mais ça peut être 3 heures par jour ou 6 heures par jour, pas d'électricité. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a une usine à faire tourner, quand on a des serveurs informatiques, quand on a éventuellement des besoins de communication? Il est évident que dans ces contextes-là, la coupure d'énergie, la perte de l'accès à ces serveurs ou aux serveurs ou au réseau, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Deuxième impact, également relativement basse intensité, mais qui va probablement nous affecter tous, ce sont des pénuries. Ce n'est pas parce que l'Ukraine est un de nos gros fournisseurs. L'Ukraine fournit beaucoup de choses à l'Europe, et donc évidemment, pour l'instant, ça va s'arrêter. Mais c'est surtout qu'il va y avoir une tentation, comme on l'a vu il y a quelques mois, de la part de certains acteurs, de préempter un certain nombre de ressources. Vous vous souvenez de la crise des semi-conducteurs, qui d'ailleurs n'est pas terminée. Il faut probablement s'attendre à des tensions sur la supply chain, et on verra ce qu'on peut faire face à ça. Enfin, pourquoi est-ce qu'on parle d'émeute? C'est un mot qui peut faire peur. Il s'agit simplement de reconnaître
que dans les villes, l'essentiel de la nourriture est déjà dans les rayons des supermarchés, et que si on a 3 jours de coupure d'électricité, eh bien, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'Internet, et il n'y a plus de nourriture dans les supermarchés, parce qu'il n'y a plus la chaîne du froid, etc. Donc, globalement, on estime qu'au bout de 3 jours, il est possible qu'il y ait des gens qui soient désespérés et qui aillent piller les supermarchés pour prendre dedans ce qui se reste, ce qui reste à acheter. Et puis, évidemment, après, ça spirale un petit peu et ça peut être localement violent. Donc ça, c'est le premier niveau de ce qui pourrait nous arriver à tous. Hein, donc d'un côté, le cyber, de l'autre, la pénurie, et enfin, éventuellement, des émeutes. Alors, le niveau d'après, c'est toujours, à mon avis, proportionnel à l'engagement que la France pourrait avoir dans ce conflit. C'est un embargo. Alors, est-ce que les Russes peuvent nous créer un embargo? Oui, non, pas vraiment, surtout, mais certainement un embargo énergétique. Hein, donc, il y a cette présence du gaz russe dans l'approvisionnement en Europe. Alors, en France, moins, puisqu'on a nos centrales nucléaires, bien sûr, mais enfin, si on a le gaz russe qui se coupe, les Allemands vont nous demander un coup de main au point de vue énergétique, et ça va être un petit peu compliqué. Et puis cet embargo, il peut prendre d'autres formes, et donc ça peut avoir des conséquences à plus long terme. Le blé ukrainien, ben oui, pour tous ceux qui sont dans l'agroalimentaire, vous n'êtes pas sans savoir que le blé a pris hier matin 40 € de la tonne, et que je ne sais pas où on est ce matin, je n'ai pas regardé, mais que ça va continuer. Donc pour tous ceux qui n'ont pas eu la sagesse de se couvrir sur leurs achats de matières premières, parce qu'il n'y a pas que le blé, il y a le colza, il y a d'autres céréales qui ont commencé à augmenter très fortement dès hier, bien, pour tous ceux qui sont dans l'agroalimentaire, ça veut dire potentiellement des approvisionnements compliqués. Un point qui est un petit peu plus militaire, mais vous savez que la France est tributaire d'avions de grande capacité pour transporter ses troupes, et notamment en Afrique. Ce sont les Antonov 124, et ces Antonov 124, ils sont basés en Ukraine, ils sont réparés, maintenus sur une base ukrainienne qui a été prise hier soir ou ce matin par l'armée soviétique. Et donc, on n'est peut-être pas prêt de voir revenir les soldats de l'opération Barkhane. Même si on a certainement d'autres solutions. Je rappelle qu'un AN-124, ça emporte 4 hélicoptères d'un seul coup. Donc, ça peut être un moyen de transport. Ça permet aussi d'envoyer des satellites jusqu'à Kourou, des morceaux de fusée, etc. L'énergie, bien sûr, on en a dit 2 mots. Et quand on regarde dans notre monde moderne combien nous sommes devenus dépendants de l'électricité, eh bien, imaginez ce que serait une coupure d'électricité de quelques jours. C'est difficile, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu. Nos grands-parents peut-être ont connu ça, mais nous, on n'a pas connu ça. Et à l'époque, ils étaient beaucoup, beaucoup moins dépendants de l'électricité que nous le sommes. Et il ne faut pas oublier que les Allemands, ayant arrêté leur programme nucléaire, se reposent aujourd'hui essentiellement sur des centrales à gaz. Et comme le gaz représente une grande partie de leur approvisionnement, c'est du gaz russe, eh bien, on a un vrai sujet. Il y a 3 sources de gaz qui approvisionnent l'Europe. C'est la Norvège, l'Algérie et la Russie. L'Algérie, c'est une source qui est en train de se tarir. La Norvège, elle ne peut pas tout faire. Donc, il reste la Russie, et ça explique beaucoup la position de l'Allemagne dans le conflit. Continuons. Un sujet sur l'Afrique. Il est évident que sans capacité de projection de forces françaises, on va avoir une difficulté à maintenir nos positions en Afrique. Ça touche peu d'entrepreneurs, mais quand même, ceux qui sont implantés ou qui vivent là-bas ou qui ont des affaires avec l'Afrique vont se retrouver dans des situations plus délicates. Il n'est pas impossible qu'on voit fleurir une présence chinoise plus forte. Il y a déjà beaucoup de présence russe avec, vous le savez, Wagner, qui est une armée un petit peu comme Blackwater, une armée privée, mais russe d'origine.
qui a pris un petit peu la place des Français pour sécuriser les installations énergétiques ou minières dans l'Afrique subsaharienne notamment. Il est évident que si on n'est plus capable de projeter une force française là où c'est nécessaire, alors même qu'on se retire du Mali, eh bien notre influence économique, diplomatique va également être atteinte. Il y a un autre élément qui est moins visible, mais Wagner, dans pas mal de zones, a pris la suite de la France. Euh, Si on est en conflit, en embargo, en sanction avec la Russie, ben, ce qui risque de se passer, c'est pas des blocages, mais c'est du freinage, c'est de la mauvaise volonté pour les entreprises françaises vis-à-vis des entreprises françaises qui pourront pas bénéficier de la même fluidité que les entreprises chinoises ou russes ou autres sur des zones contrôlées par Wagner. Donc, il y a pour des Français qui seraient impliqués, pour des entrepreneurs qui auraient une, euh, une action en Afrique, ça fait mieux avec deux F. Euh, il y a ce risque d'avoir une vie plus difficile, ne serait-ce que sur des questions de, 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 de bureaucratie et de logistique toute bête. Alors après, on a un degré supplémentaire que nous espérons tous ne pas connaître, mais que encore nos grands-parents ont connu. C'est le moment de la panique. Donc, si vous avez vu les images hier des gens qui cherchaient à quitter Kiev et qui créaient un gigantesque embouteillage, vous avez eu la même chose aux États-Unis, rappelez-vous, quand il y a eu la tempête Sandy qui est arrivée et qui a inondé New York. Eh bien, quelques jours avant, on a essayé de quitter la ville. Mais quand on quitte la ville tous ensemble, eh ben, c'est pas prévu, et donc du coup, ça crée de gigantesques embouteillages. Donc, il est possible qu'à un certain moment, selon l'escalade de la situation au plan militaire, il y ait un grand nombre de gens qui cherchent à quitter notamment la région parisienne, qui en France concentre une grosse partie de la population. Je rappelle que la région parisienne, c'est de l'ordre de 12 millions d'habitants sur environ 66 millions. Donc, on n'a pas tout à fait la même chose à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, etc. Mais à Paris, on a une population qui pourrait avoir envie justement de partir à la campagne. Donc, cette panique, ça veut dire simplement que si à un moment ou à un autre, on voit qu'il y a difficulté à s'approvisionner en alimentation, par exemple, si on voit qu'il y a difficulté à chauffer ou à avoir de l'énergie pour son logement, il y a un certain nombre de familles qui vont décider de partir provisoirement, quelques jours, quelques semaines, mais il y a ceux qui partiront un peu en avance de phase, il y a ceux qui partiront un petit peu après, puis tous ceux qui partiront en même temps, bah, pour cela, ça va être compliqué. Continuons. Alors, les impératifs. Qu'est-ce qu'on a mis dans les impératifs? Protéger sa famille. Pour l'instant, elle n'est pas véritablement en danger, mais on a vu que ça pourrait basculer relativement vite. Ses collaborateurs. Nous avons tous la responsabilité de nos collaborateurs et non seulement de leur expliquer ce que nous comprenons de la situation, de leur dire ce que nous mettons en place et de les faire participer à la mise en place d'un certain nombre de points qu'on verra tout à l'heure, mais bien entendu, ça doit être, après la famille, nous semble-t-il, votre seconde préoccupation. Après, la protection des biens. Alors, dans la protection des biens, on a à la fois les biens personnels et puis les biens professionnels. Est-ce qu'il est ridicule d'envisager qu'on puisse sécuriser les locaux éventuellement par la présence de personnel de sécurité si on n'en a pas? Ben, ça dépend. Ça dépend du niveau de risque auquel on peut imaginer qu'on est soumis. Et puis,
peut-être le plus grand impératif, c'est de prévoir les scénarios, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce que je fais si la situation en arrive à cet endroit-là, qu'est-ce que je fais si la situation se dégrade un petit peu plus, qu'est-ce que je fais si la situation se détend, hein. On a vu qu'on a un scénario d'une guerre de 3 jours. À l'inverse, on a une hypothèse 94-2001, donc ça a duré 7 ans en ex-Yougoslavie. Tout ça pour dire que ça peut, je ne sais même pas si c'est 2001 ou 2010, vous me corrigerez si je me suis trompé d'année. Donc il faut prévoir les scénarios pour se protéger et puis aussi, bien sûr, pour savoir saisir les opportunités. Alors, il ne s'agit pas de se dire qu'on va profiter de cette crise, mais il y a, comme dans chaque situation grave, des opportunités qui peuvent émerger. Je vous rappelle que pour les clients de Melsion notamment qui étaient dans le domaine du SaaS, le confinement a vu pour beaucoup d'entre eux une explosion de leur business, x2, x4, x10. Hein, et je ne vous parle pas des supermarchés pendant le confinement, je ne vous parle pas évidemment, à l'inverse, les hôteliers et les compagnies aériennes, c'était plus compliqué. Donc dans vos métiers, peut-être êtes-vous dans la situation où vous allez éventuellement être avec le problème inverse, c'est-à-dire fournir de la sécurité informatique, fournir de la sécurité énergétique, fournir éventuellement de la sécurité physique, voire tout simplement être capable d'approvisionner en alimentation un certain nombre de supply chain agroalimentaires qui se complexifieraient. Alors, autre chose, comme toutes les entreprises, vous avez l'obligation d'avoir un PCA. Et bien sûr, vous savez tous que votre PCA est à jour et qu'il s'agit juste d'aller l'ouvrir. Alors, pour ceux qui se demandent ce que c'est, mauvaise pioche, le PCA, c'est le plan de continuité d'activité. Et le plan de continuité d'activité, c'est un document que vous avez probablement prévu avec vos équipes et qui décrit quelle est la réponse que vous entendez apporter aux différentes situations qui se présentent pour votre entreprise. Je rappelle que il y a quelques années, on avait rencontré des gens qui avaient un centre-serveur, des centres-serveurs, et que lors de travaux dans la rue devant leurs locaux, l'entreprise qui faisait le chantier dans la rue avait malencontreusement d'un coup de pelle détruit leur fibre optique. Et donc, à un instant, le centre-serveur était relié au reste du monde. L'instant d'après, c'était 3 semaines pour espérer se reconnecter. Donc, le plan de continuité d'activité, ce n'est pas nouveau. Et cela dit, si vous en avez un, c'est le moment de le sortir, vous l'avez sans doute déjà fait, et de le réviser avec vos collaborateurs. Si vous n'en avez pas, eh bien, c'est la bonne question à se poser. Vous trouverez des sommaires de PCA un peu partout sur Internet, et vous verrez ce qui s'applique à vous. Ça vous aidera à réfléchir aux conséquences de ce qui va se produire potentiellement. Si je n'ai plus d'électricité, je fais quoi? Si mes salariés ne peuvent plus venir travailler, je fais quoi? Si j'ai plus de matières premières pour alimenter ma chaîne de production, je fais quoi? Etc., etc., etc. Et donc, voici nos conclusions provisoires, et puis après, on va ouvrir un peu le débat entre nous. La première chose, bien sûr, c'est rester aux aguets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas dans une situation normale, on est dans une situation un peu exceptionnelle, et il est utile de s'informer 1 fois, 2 fois par jour, de réfléchir, et vous allez le voir, de ne pas faire ça tout seul. Il faut se préparer selon sa sensibilité. Si vous êtes un naturel prudent, voire anxieux, eh bien, vous êtes déjà en train de déplacer votre famille à la campagne. Si vous et d'acheter des poules, parce que tout le monde sait qu'avec quelques œufs, on peut survivre longtemps. Au pire, ensuite, on mangera les poules. Enfin, se préparer, ça veut dire aussi appeler ses fournisseurs et appeler ses clients pour faire un point avec eux. Qu'est-ce qu'eux-mêmes préparent? Si vos fournisseurs et vos clients sont des entreprises plus grosses que vous, elles ont déjà des PCA, elles sont déjà en train de les mettre en œuvre. Donc, il est important de communiquer avec l'ensemble de la chaîne
dans laquelle, et l'écosystème dans lequel vous êtes inscrit, et de vous préparer vous aussi par rapport à ce que vous allez avoir comme information. Et oui, l'inflation qui déjà depuis un an nous préoccupe tous un petit peu, et pas seulement l'inflation générale, mais l'inflation extrêmement élevée sur certaines typologies de produits. Je vous rappelle qu'on a un client qui a un composant à 2 dollars dans un produit qu'il fabrique, et que récemment, on lui a proposé le même composant à 100 dollars. Évidemment, c'est un petit problème de passer de 2 à 100 dollars pour un petit morceau de silicium. Cette inflation, on ne sait pas où elle va aller, mais on imagine qu'elle va s'amplifier. Il y aura des ruptures de supply chain, hein, c'est déjà notre quotidien depuis 2 ans. On vit déjà, pour tous ceux qui ont des supply chain physiques, dans la difficulté. On vit aussi avec des problèmes de supply chain en ressources humaines. Hein. Il y a beaucoup de métiers dans lesquels c'est très difficile d'avoir des collaborateurs qui reviennent et qui acceptent de travailler avec vous. Là, on imagine qu'on va vivre ça également. Réviser son plan de continuité d'activité ou bien le démarrer, c'est une excellente occasion d'en faire un, hein, bien entendu. Communiquer avec ses collaborateurs, c'est primordial. Je vous rappelle que pour nous, les entrepreneurs, en tout cas pour Melsion, l'entreprise, c'est un groupe d'êtres humains qui a un projet commun et qui décide ensemble de travailler pour ce projet commun. Et donc, du coup, il ne faut pas imaginer que vos collaborateurs attendent de vous toutes les réponses. Il ne faut pas imaginer qu'ils attendent de vous de remplacer les autorités de notre pays, mais ils attendent certainement de vous que vous vous exprimiez. Et c'est OK de dire je ne sais pas, c'est OK de dire je suis inquiet comme vous, mais c'est aussi OK de les impliquer dans la solution. C'est le moment ou jamais de retisser des liens humains qui ont pu se détendre avec la crise Covid. Là, on est tous dans la même galère, quelque part, tous les citoyens européens se retrouvent tout d'un coup dans la même galère, et donc les impliquer, mais aussi faire preuve, Jean-Christophe, s'il te plaît, alors c'est pas celui-là, celui d'après, de solidarité. Je vais vous raconter une petite anecdote business. Il y a quelques années, Peugeot SA s'est retrouvé à court de cash. On parle début 20e, mi-20e peut-être. Et le directeur financier de Peugeot SA a appelé son distributeur parisien, certain monsieur Neubauer, et lui a dit, écoute, je suis embêté, mais est-ce que tu pourrais m'acheter un certain nombre de voitures d'avance et surtout me les régler? Et le père Neubauer a réfléchi et a dit, aucun problème, tu téléphones à mon banquier, tu lui dis de combien tu as besoin, et il te fera le virement, il te mettra à disposition les fonds. Et ça a pris quelques minutes, d'après les gens qui racontent cette histoire au sein de la famille Peugeot. Et dans la journée, donc, Peugeot avait les fonds dont il avait besoin. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La famille Neubauer n'a rien demandé en échange. Rien. Mais la famille Peugeot lui a proposé de devenir son distributeur numéro 1 en Île-de-France. Et donc, être solidaire, c'est à la fois une obligation morale et c'est aussi une très bonne stratégie business. Alors, pour tous ceux qui ont déjà été solidaires et qui n'ont rien reçu en retour, ouais, c'est pas automatique, d'accord? C'est pas un distributeur de chocolatine d'être solidaire, mais c'est souvent une excellente stratégie en période de crise. Pourquoi? Ça renforce des liens humains qui sont à la source du business, en tout cas entre entrepreneurs. Et donc, être solidaire, et c'est également ce qu'on fait avec les collaborateurs. Repérer les opportunités, c'est peut-être le dernier point. Ça veut dire qu'en étant ouvert et attentif à ce qui se passe autour de vous, eh bien vous verrez peut-être des occasions de prendre position sur des marchés dans lesquels vous n'êtes pas, ou de vous rapprocher d'un fournisseur ou d'un distributeur qui serait stratégiquement important pour vous. Voilà ce que nous pouvons dire
aujourd'hui, vendredi 25 février à 11h28, de ce que nous comprenons de la situation. Voilà ce que nous pensons que les entrepreneurs devraient faire et nous ouvrons le débat. Si vous avez des questions ou des commentaires, parmi vous, il y a des gens qui sont férus de la chose militaire qui peuvent peut-être s'exprimer sur ce point-là. Parmi vous, il y a également des gens dans différents métiers qui peuvent également peut-être avoir des sensibilités. Puis un certain nombre d'entre vous vivent à l'étranger et donc vous pouvez peut-être nous faire un commentaire de votre point de vue sur ce que vos pays d'accueil ressentent. Si vous souhaitez vous exprimer, je vous demanderai juste de rétablir votre caméra et de reprendre le contrôle de votre micro. Et je rappelle pour ceux qui nous regardent en direct sur YouTube que je garde un œil sur vous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions aussi dans le chat de YouTube. Merci Eugénie. Alors je vois que ça ne soulève pas beaucoup de commentaires. Manuel a ouvert son micro. Oui, parce que je vous trouve un peu alarmiste, d'une part, mais d'autre part, ça m'amène une question qui est la suite du Covid. Le Covid fait prendre conscience qu'il faut ramener chez soi certaines choses. Et je trouve que la guerre en Ukraine confirme qu'il faut ramener chez soi certaines choses. Et ce n'est que ni plus ni moins que la politique du général de Gaulle, qui consistait à la sortie de la guerre à dire la France doit se démerder toute seule. Ce qu'on n'a plus fait depuis des années face au miroir de la mondialisation. Il y a des choses qui m'effarent en tant que scientifique depuis un certain temps, à commencer par notre dépendance énergétique. On a le sud-ouest qui est blindé de gaz de schiste, on en a fait un diable, alors qu'en fait, en faisant un diable, on n'a même pas fait de la recherche pour l'extraire sans faire de dégâts écologiques, ce qu'ont réussi à faire les Américains. Donc des fois, j'entends, et j'ai entendu il n'y a pas longtemps, ils vont nous fourguer du gaz de schiste qui est de la daube. Non, c'était de la daube au début, ça ne l'est plus. Les réserves de gaz de schiste français, je ne comprends pas pourquoi dans ce pays, on ne s'en occupe pas. Ça représente une valeur énorme en énergie, donc en financement et en autofinancement, qui pourrait être exploitée. On a des mines de nickel, mais on a effectivement perdu du terrain sur certains minerais. Là, aujourd'hui, il y a une flambée de l'aluminium, il y a une flambée du blé. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on prend un pays comme la France, il a les moyens de remettre en marche une forme d'autonomie équilibrée qui permettrait de faire des échanges intérieurs et extérieurs. Donc, c'est une sorte de débat pour moi et une vraie question qui est de dire est-ce qu'il n'est pas temps et est-ce que cette crise ne va pas changer la politique de la mondialisation et faire en sorte que tout le monde va essayer, dans la mesure du possible, de se recentrer chez lui? Parce qu'une alliance Chine-Russie, ça bouffe la planète, hein, et on est tous dépendants. Voilà, question ouverte. Pas obligé d'y répondre aujourd'hui, mais… non, mais c'est une question très, très intéressante, notamment parce que dans la notion de l'économie ouverte et de cette globalisation, on a souvent oublié de prendre en compte les externalités que sont justement le fait d'augmenter la fragilité. Et donc, normalement, c'est pour ça qu'on met en place des politiques qui permettent de rendre les frontières pas si ouvertes que ça. Par exemple, quand on laisse les frontières ouvertes à la Chine et que la Chine ne nous laisse pas les frontières ouvertes, ce n'est pas de la globalisation. Donc, il y a un vrai sujet derrière ça, et c'est très intéressant que tu le soulèves. Il y a un autre sujet très intéressant aussi que tu soulèves, c'est on ne sait rien
du temps que ça va durer. C'est-à-dire qu'on est dans une guerre qui dure depuis 2014, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des crises qui se sont résolues très très rapidement, comme celle par exemple de la Géorgie que j'évoquais tout à l'heure. Ça s'est résolu en quelques jours. Donc peut-être que finalement, ça va être le point d'orgue d'une crise qui dure depuis longtemps et qui se résout d'un coup. Et puis bon, la question derrière est qu'est-ce qu'on va mettre comme niveau de sanctions et des choses comme ça, et à quel stade on va finir par se dire, bon, bah, finalement, les Russes ont bien fait et on ne peut pas trop leur en vouloir et on peut ne pas écouter tout le temps les Américains dans leurs envies de, 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 de faire la sanction. Alors, ouais, je comprends ce que tu dis. J'amène juste une réflexion. Depuis le temps que je fais de la stratégie à haut niveau avec les entreprises et qui est de la stratégie basée sur la physique, ce qui m'a fait comprendre les choses, c'est qu'aujourd'hui, la guerre n'est qu'un moyen et que la cause, c'est toujours l'énergie. Et depuis la nuit des temps, c'est l'énergie. Et l'énergie, c'est quoi aujourd'hui? C'est le pétrole. Mais là, il a pris une claque dans le pif. Hein. C'est le gaz. Il vient de prendre une claque dans le pif, mais il en existe. C'est les minerais. Donc, c'est toutes les ressources. Et les vraies guerres ne sont faites que pour ça. C'est-à-dire que quand on remonte les causes, elles ne sont faites que pour ça. Donc, aujourd'hui, il y a parmi toute cette énergie une autre énergie que les gens ne voient pas comme une énergie, c'est l'énergie intellectuelle. Je vais prendre l'acier. L'acier français s'est théoriquement écroulé. Et pourtant, la recherche mondiale de l'acier, elle est française. Elle est à Mézières-les-Metz et à Creil. Et ArcelorMittal a laissé toute sa recherche en France. C'est intéressant. Okay, donc, on est dans ce domaine. C'est-à-dire typiquement dans le monde de la métallurgie, monde qui s'est en théorie écroulé pour nous, Français, on a la valeur intellectuelle de ça, qui est une magnifique énergie. On a d'autres énergies. C'est-à-dire que le monde occidental a une énergie intellectuelle que non, ni la Chine, ni la Russie, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ils en ont, mais pas à ce niveau-là. Donc, on en revient à l'équilibre énergétique. Si les pays occidentaux arrivent à s'entendre et à équilibrer leur partage des ressources énergétiques, okay, ça serait bien plus simple que d'aller se taper sur la tronche. Et c'est vrai que les Américains, depuis le départ, mettent le souk en essayant de faire une OPA sur l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il leur en manque. Et depuis les gaz de schiste, leur politique a changé. Oui. Merci Manuel. Jean-Christophe. Deux points pour finir sur tes réflexions. Tu parlais effectivement de la politique de De Gaulle, et c'est vrai que De Gaulle avait très bien compris que les Américains sont des alliés, mais ne sont pas des amis. Et donc, il faut garder une forme d'indépendance par rapport à leur politique, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu en France, effectivement. Et puis, il y a une autre remarque qui est peut-être que c'est une bonne chose qu'on ait diabolisé le gaz de schiste, parce que quand on va l'exploiter, eh ben, peut-être que ça vaudra beaucoup, beaucoup plus cher et que finalement, on remerciera les idiots qui nous ont empêchés de l'utiliser à un moment où c'était presque un luxe. Mais c'est autre chose, quoi. Disons qu'il y a probablement un moment où ça va nous coûter trop cher de ne pas le faire. Peut-être le moment où le nucléaire n'aura pas été suffisamment renouvelé, ou je ne sais. Mais en tout cas, il y a un peu comme avec le Covid, la question de est-ce qu'il vaut mieux se mettre tous dans un confinement et avoir le Covid plus tard quand on saura comment le guérir, ou est-ce que ça coûte trop cher et il vaut mieux le faire au fil de l'eau. C'est on peut imaginer qu'il y a une stratégie qui finalement s'avère être payante. Oui, mais comme ce matin. Pardon Manuel, je te coupe, mais je vois que Patrice a ouvert son micro. Oui, je ne vais pas faire de géostratégie. Moi, il y a deux trucs qui montent depuis 2 jours. Et je vais vous le dire comme un type qui a quand même beaucoup lu sur les 2 jours, comme un anxieux. Donc, prenez avec beaucoup de distance ce que je vais vous dire. La première chose, c'est que je suis frappé de la tentation d'anxiété quand on lit les médias, les réseaux sociaux, etc. Je suis le premier coupable. Je suis très frappé d'une chose. Cette anxiété ne sert à rien. On peut chercher à comprendre. En fait,
je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il y a à chercher à comprendre. Je trouve les commentaires de Patrick, les propositions de Patrick intéressantes, plutôt que de s'angoisser d'un truc qu'on ne peut pas contrôler, hein, d'un sujet qui est terriblement complexe. On voit bien que les enjeux sont interliés, sont beaucoup plus évolués que ce qu'on en pense. La question, c'est quoi aujourd'hui pour moi, entrepreneur? Et c'est peut-être le premier des trucs. Qu'est-ce que je peux faire déjà pour arrêter un bout de l'anxiété? À nouveau, hein, je vous parle de moi qui ai lu probablement 4 heures il y a 2 nuits Twitter et des articles de fond parce que j'essaie de comprendre des trucs, et hier aussi. Donc, que faire pour essayer de passer à l'action? Deuxième chose, indépendamment les Américains sont des salauds, les Russes sont des cochons, il y a quand même un truc qui est frappant. Et ça a été avoué par Poutine hier matin, et ça m'a beaucoup surpris. Poutine a convoqué tous les responsables économiques. Il y a un communiqué de presse qui est sorti de ce truc. Dans le communiqué de presse, il est dit, personne ne l'a relevé curieusement, alors que ça devrait rassurer tout le monde. Il explique, Poutine dit très clairement, ça fait très longtemps qu'on prépare ce truc. Mais ne vous inquiétez pas, on gère. C'est intéressant. Alors que tout le discours depuis 2014, c'est on ne fera rien, et on s'y est presque engagé. En 1994, on s'y était engagé, etc. Poutine dit exactement l'inverse. Les Américains jouent leur jeu, les Russes jouent leur jeu, mais fondamentalement, ça doit poser la question de notre action en tant qu'entrepreneur demain. Donc, indépendamment d'agir aujourd'hui, parce que honnêtement, s'inquiéter ne sert pas à grand-chose, la question c'est demain, sachant que je ne connais pas le territoire. Quand bien même je m'en ferai une carte, avec le risque d'en faire une carte idéologique en plus, j'entends ma carte, indépendamment du réel, qu'est-ce que ça doit ajuster par rapport à demain? Et c'est là où j'aime bien les réactions de Manuel et de Jean-Christophe. Oui, fondamentalement, les chaînes de valeur ont atteint peut-être un point d'externalisation fort. Oui, peut-être que les chaînes de rivalité ont atteint un point qui risque de basculer. La question, c'est, et là, Patrick va rigoler, et Jean-Christophe, pareil, ils vont me dire que je fais de l'effectuation et tant pis. On est en train de découvrir un truc, c'est qu'on peut tout prévoir, tout calculer, mais au fond, la solidarité est un vrai sujet. Comment je fonctionne avec mes fournisseurs, clients, en acceptant que mon système est fragile par nature et donc que les interactions que nous allons construire demain seront renforcées. Voilà, c'est 3 pistes. Agir tout de suite pour éviter de gamberger, réfléchir à comment agir demain, et au fond, est-ce que ça ne dessine pas des modèles plus résilients, antifragiles? Je vais oser le mot, je ne devrais pas, parce que ça pose de bonnes questions, cet état de crise dans lequel on est. Super, merci Patrice. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Sébastien, est-ce que tu veux nous dire un petit peu si tu es d'accord, comment se passent les choses là où toi tu es? Écoute, moi je suis basé entre la Belgique et les Pays-Bas en ce moment et c'est très descriptif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inquiétude particulière au niveau local. Bien sûr, il y a la question de l'énergie, notamment aux Pays-Bas, concernant la dépendance du gaz russe. Mais ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement palpable au quotidien, en tout cas avec les échanges que j'ai avec les Néerlandais et les Belges. Mais en même temps, c'est encore assez récent. Et les questions et l'approche que vous avez, je trouve, pour moi en tout cas, ça a été une prise de recul assez nécessaire que je n'avais pas forcément en tête depuis avant-hier, quoi. Vous dire, ça a commencé hier matin. Donc je pense que tout le monde est encore un peu dans cette phase de sidération. Et peut-être que la semaine prochaine, ce sera un peu différent. Merci Sébastien. Eugénie, est-ce que tu veux nous dire 2 mots de la perception que tu as de la situation? On a en Grande-Bretagne qui est clairement vigoureusement engagée du côté des Ukrainiens, qui s'apprête, semble-t-il, à annoncer l'envoi de troupes. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu ressens? Personnellement, je pense qu'il y a un côté où c'est un peu lié au fait qu'on sort du Brexit et donc il va avoir quand même des
des négociations entre les... Enfin, la sortie du Brexit était aussi une manière pour la Grande-Bretagne de se rapprocher quand même des États-Unis et de renégocier un peu les deals. Et je pense que se mettre du côté des États-Unis dans cette histoire-là doit être lié. Et puis après, je pense qu'il y a aussi un côté où ça détourne un peu du Covid, hein. Je pense que en Angleterre, les gens ont un peu envie de passer à autre chose et puis ça permet de ne pas penser aussi parce que Boris a quand même a eu des petits problèmes dernièrement avec ses soirées pendant le Covid et donc je pense que c'est pour lui un peu du pain béni. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais oublié qu'il s'appelait Boris. Tu te souviens de Bojo? Ça fait russe, quoi. C'est un prénom relativement russe dans sa façon selon comment on le prononce. Merci, merci Eugénie. Écoutez les amis, merci à tous. Et puis, c'est que le début. Si la crise est finie en 3 jours, on vous parlera d'autre chose la semaine prochaine. Si la crise continue, on affinera comme on l'a fait dans le passé, en 2008. Je me souviens même qu'on l'avait fait en 99, pour tout vous dire, toutes ces histoires, 99, 2008, 2020. Ça a donné naissance à cette façon de communiquer qui peut toucher au-delà des gens accompagnés par Melsion et proches de Melsion, ça peut toucher tous les entrepreneurs francophones qui entendent cela. Bien entendu, peut-être qu'on en rira tous dans quelques jours en disant « Oh là là, mais qu'est-ce que vous avez été trop inquiétant, vous avez été trop prompt à appeler ça une crise ». Eh bien, c'est quoi? C'est ce que je souhaite. C'est que si jamais un jour on nous fait ce reproche, eh bien, c'est que les choses se seront calmées très vite et arrangées très vite, mais ça n'est pas une certitude. Sur cette note, et en vous permettant de repenser à votre plan de continuité d'activité, à vos proches et à toute la solidarité qu'appelle ce moment, nous vous souhaitons une bonne journée, un bon week-end et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.